Bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer, d'initier notre soirée avec notre ami Slimane Agoun, j'ai une communication à vous faire que j'apprends en même temps que vous. Vous connaissez Mustapha Arzoun, bien sûr, avec qui nous travaillons à l'ACB depuis des décennies. C'est avec grande tristesse que nous venons d'apprendre le décès de son épouse, de Tassadit, qui était membre de longue date de notre association. Donc toute notre affection et nos condoléances accompagnent Mustapha ce soir et sa fille. Donc ce soir, nous allons cheminer ensemble en compagnie d'un poète, donc Slimane, que je crois beaucoup ici d'entre vous connaissent, un artiste décalé, on verra pourquoi tout à l'heure, qui manie aussi bien la plume que le pinceau ou l'appareil photo. Il va donc nous entraîner au fil de ses pensées vagabondes dans un quartier de l'Est parisien, notre quartier, le quartier de Belleville-Ménilmontant, mais aussi du côté de sa terre natale, avec ce regard qu'il a, tantôt tendre, tantôt nostalgique, tantôt critique aussi, sur cette terre qui l'a modelée. Donc il est l'auteur de ce petit ouvrage intitulé Cascade, qui est composé de textes courts, illustrés d'un choix de photos, dont certaines sont de sa composition. Ce soir, nous serons également accompagnés de son éditrice, Nicolette Cook, qui est à mes côtés. Nous ferons des lectures de ses textes à deux voix. Voilà. Également, je t'interrogerai un peu sur cette maison d'édition très originale, les éditions pneumatiques, et le pourquoi du choix de Slimane pour initier une collection. Donc nous verrons ça tout à l'heure. Si, comme il a été dit, tout a droit de citer en poésie, car le poète est un homme ou une femme libre, je crois que ces propos s'adressent tout particulièrement à Slimane. Il a bien sa place dans cet univers pluriel de la poésie. Slimane, c'est la poésie du quotidien, la poésie de la déambulation, la poésie urbaine, la poésie des gens simples. Slimane, c'est le chantre des vies minuscules, celles qui ne laissent pas de traces. Bien, donc nous allons ponctuer, comme je vous le disais, cette soirée de lecture de textes. Et comme l'a écrit un grand poète et écrivain que vous connaissez, Raymond Queneau, si le théâtre est fait pour être joué, la poésie, elle, est faite pour être dite. Et j'ajouterais être écoutée. Alors, Slimane, donc, tu vas nous parler un petit peu de ton cheminement, de toi. Et la première question que j'aurais à te poser, c'est comment es-tu venu à l'écriture? Par quel chemin? En fait, comment je suis venu à l'écriture? Tout au début, je pensais être berger. Je suis allé à l'école à l'âge de 10 ans. J'avais cette extraordinaire chance que mon père rencontre quelqu'un, un voisin, qui lui dit « mais pense toujours ça, peut-être que ça marcherait ». Donc le lendemain, c'était la rentrée scolaire. Le lendemain, mon père m'a pris par la main, on est allé voir le directeur, il a parlé, il fallait un traducteur, mon père ne sait pas parler français. Et donc du coup, le directeur s'est trouvé devant une position à laquelle il ne pouvait pas répondre. Donc il dit à mon père, reviens demain, j'essaye de contacter l'inspection, l'académie je veux dire, pour avoir leur avis. Donc le lendemain, je suis reparti avec mon père, et à la grande satisfaction de mon père, parce que moi j'ignorais tout, qui lui dit, mais on prend votre fils.
C'est comme ça que mon père, avec sa petite bourse, sa petite paye, tout droit, il m'a emmené dans une boutique et il m'a acheté un petit pantalon, une petite chemise et un petit cartable pour voilà, aller à la découverte de l'école. Et oui, voilà. Donc ça, c'est l'école. Donc l'école, ben, c'est l'écriture, entre autres choses. Oui. Mais ensuite, le goût de l'écriture, comment était-il venu? Et donc, à l'école, à l'époque de la Craie et de l'Ardoise, j'ai fait des efforts. J'ai sauté une ou deux classes, et puis tout d'un coup, j'arrive je sais pas, à la 4e ou 5e année d'école. Donc j'étais affecté, en cours fin d'études, affecté dans un collège commercial pour faire des études commerciales. Donc c'est un peu plus loin du village de 10 km, donc il fallait prendre le bus. Et donc dans le bus, à 2 arrêts en plein centre de la ville de Béjaïa, avec le secrétaire général de la mairie qui attendait le même bus dans lequel évidemment je venais avec sa fille pour arriver au centre-ville. Et c'est comme ça que je suis devenu copain avec sa fille qui avait le même âge que moi, parce qu'elle allait dans un collège à côté du mien. Et c'est comme ça qu'un jour, elle me dit, mais tu sais, mon père est secrétaire général de la mairie de Béjaïa, donc ils ont une bibliothèque. J'ai l'habitude d'aller prendre des livres. Si tu m'accompagnes, ça serait bien. C'est comme ça que j'ai découvert cette fameuse bibliothèque municipale. Et c'est de là, c'est d'abord en prenant des livres que j'ouvrais les yeux petit à petit, comme un petit chinois. Et voilà, et je ne choisissais pas mes lectures, mais je trouvais que c'était très bien. Et c'est comme ça qu'au fil des années, un jour ou un soir, comme toujours, j'ai pris un stylo et une feuille à la lumière d'une bougie et je me suis mis un petit peu à écrire tout ce qui passait par ma tête, la brebis que je gardais. Voilà, et puis voilà, et les filles que je cueillais à 5 h du matin. De tout cela, tout est parti. J'ai commencé à tenir un petit journal personnel. Et puis, les choses sont parties de là, et comme ça, voilà. Et tu as également travaillé dans le journalisme? Oui, parce que pour combler le manque de bouquins, parce que c'est vrai que à l'époque, se faire prêter un bouquin, c'était un plaisir énorme. J'avais pas de sous, les gens n'avaient pas de sous toujours depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le livre coûtait cher, donc les copains sont voilà, se prêtaient des livres, et donc c'est comme ça que je lisais. Et le journalisme alors? Voilà, je lisais, et un jour je lisais beaucoup. Voilà, les journaux, j'étais vraiment quotidiennement, je lisais au moins 2 journaux par jour. Et à force de lire, je me rappelle que mon premier écrit journalistique, c'était une contribution. À l'époque, il y avait une rubrique dans Algérie Actualité qui était pas mal. J'avais écrit dans la case des lecteurs, et c'était mon premier article en 89. Et depuis, ça m'a un petit peu
libéré. Quelques années après, j'ai écrit aussi, pas beaucoup, 3 ou 4, dans Alger républicain. Tout le monde connaît l'histoire d'Alger républicain. Et en 1994, un ami journaliste, Jamel Belmerad, qui était très bon, qui travaillait justement dans Alger républicain, Hamid Benzine, est venu à Béjaïa parce que je l'ai rencontré lors des Poésiades pour créer un journal. Vous savez, c'était la décennie noire. Donc Béjaïa, c'était une ville un peu sécurisée. Donc ils ont eu l'idée grâce à un chirurgien, professeur le professeur, je suis désolé, je oui, le connais pas trop bien. Donc voilà. Voilà, qui a créé... Chocalas? Non. Donc ce chirurgien a décidé de créer un journal à Béjaïa même, et il a fait appel, entre autres, à mon ami Jamel Belmerad, le chirurgien Mansouri. Voilà. Et donc, et c'est comme ça que j'ai, voilà, je lui avais ramené plein de journalistes d'Alger. Et c'est comme ça que, voilà, j'ai commencé l'écriture journalistique. Ok. Voilà. Donc, ton cheminement dans l'écriture, nous voici aujourd'hui riche de tes textes poétiques. Je vais passer un peu la parole à Nicolette Cook, donc ton éditrice. Donc, tu démarres une collection avec les textes de Slimane. Qu'est-ce qui, chez Slimane, fait que tu as eu ce désir de le publier? Alors d'abord, je voulais préciser que je ne suis pas seule éditrice, on est 2. Mon collègue Dominique Huette et moi-même. Donc nous avons créé en 2017 cette maison d'édition dans les Pays de la Loire. C'est une maison d'édition qui est consacrée aux textes courts, aux nouvelles. Et jusque-là, on avait sorti ou bien des recueils de nouvelles, un par an, d'un seul auteur, ou alors on publie une dizaine de petites nouvelles qui sont assez originales, puisqu'on peut les envoyer par la poste. Voilà. Voilà, donc ça roulait, on va dire, jusqu'en 2017, et puis tout d'un coup on a rencontré Slimane. C'est grâce à Marc. Et en fait... Marc, pardon, excuse-moi, oui. Marc Seda, je précise. Marc son Seda, grand ami, voilà. Dont on parlera tout à l'heure. Oui. Oui. Et en fait, il y a eu une séduction assez immédiate des textes de Slimane, accompagnés de ses photos. Et en fait, je crois que la chose qui nous a le plus séduit, c'était le fait que Slimane écrit pour écrire. Il écrit, il poste sur Facebook, il n'a aucune arrière-pensée de se faire éditer, etc. Il n'est pas venu taper à la porte, simplement on est tombé sur ses textes, on les a lus, on a regardé les photos, parce que je crois que la majorité d'ailleurs des photos sont à toi, ou des dessins, voilà. Oui, on en parlera, oui. Voilà, et donc en fait, ça ne rentrait pas dans le format des recueils de nouvelles qu'on peut publier jusque-là. Il fallait créer une nouvelle collection. Donc ce recueil, c'est Slimane qui inaugure en fait la collection, avec la collection L'œuf et la poule, voilà. Et en fait, c'est tellement original qu'il a fallu créer une collection, en gros, voilà, pour simplifier. Très bien. On va aborder quelques thèmes. Alors, l'un des thèmes centraux de ton écriture, c'est la nuit. La nuit, c'est ton domaine. On va dire ta muse, en quelque sorte. Qu'est-ce que l'on voit la nuit que l'on ne voit pas le jour? Ah ouais, c'est une question. Il faudrait qu'il fasse nuit pour bien te répondre. Mais j'essaierai quand même de te satisfaire. En fait,
c'est vrai que je suis, depuis mon adolescence, quelqu'un qui a toujours aimé la nuit. Je crois que la première chose qui m'avait marqué, c'était à l'époque où on habitait à Ngourbi, parce que l'armée française avait brûlé la maison parentale, familiale, parce que c'était une tribu, les Agoun, donc ils vivent tous ensemble. Et puis donc j'avais un oncle qui était un peu, paraît-il, très bien recherché par l'armée française, parce qu'il était assez combatif, on dira comme ça. Et donc on s'est retrouvés. En urgence, mon père nous a emmenés, on était nombreux, une bonne dizaine, habiter dans une mosquée du village, dans la mosquée du village. Donc ça avait duré 3 ou 4 mois. Pendant ce temps-là, mon père allait à la fin du travail chercher du roseau, du bois, de quoi faire un petit gourbi. Et donc, quand on a habité le gourbi, il n'y avait pas d'électricité, donc on vivait à la lumière d'une bougie. Et c'était l'époque où je commençais quand même à apprendre l'alphabet et tout ce qui vient avec. Et un soir, mon père, vers 4 h du matin, il sort des toilettes, il jette un coup d'œil dans la chambre, il voit de la lumière, donc il regarde, il me trouve, moi, à la lumière d'une bougie, lire quelque chose. Et donc il est venu éteindre la bougie pour me dire, ça aussi, ça coûte de l'argent. Et donc je crois que c'est parti de là. Et la nuit a toujours été, depuis jusqu'à hier soir, comme d'habitude, tout me vient la nuit, dans mon silence, le silence que j'aime, toutes les poésies naissent la nuit, la belle lumière, je la vois la nuit, et donc voilà, j'aime et je continue. C'est ta compagne. Voilà. Nous allons faire une petite lecture que nous allons nous partager. Nicolette, quand on boit du café à 3 h du matin. Quand on boit du café à 3 h du matin, c'est forcément pour blanchir la nuit. Il y a des fois où il reste noir, malgré le lait de la vache qui rit. Le rituel se poursuit, bruyant, insatisfait. Je prends une cigarette du pays, l'instant de s'en rappeler. Puis tout repart avec le brouillard pour n'être que moi. Je prends ma tête dans mes mains, pensant à toi. Le voyage était doux et long. En ouvrant les yeux, il faisait déjà jour. J'éteins l'ampoule. Oui, dans ce transport, j'ai rencontré ma mère, mon père, mes amis. Azul Felawen. Bonjour. Merci. Un deuxième texte, donc lié à la nuit. Alors, ils n'ont pas de titre. Nicolette, tu peux nous expliquer un peu ce choix de ne pas donner de titre au texte? Il nous a semblé, on s'est vraiment posé la question, mais il nous a semblé que c'était vraiment un long poème en fait. C'était, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de pagination. Voilà. L'idée c'était de marcher au fur et à mesure des textes comme Slimane dans la rue. Voilà. Donc, on a fait ce choix-là. Il y a certaines choses dans la vie, si vous ne les voyez pas, considérez-vous morts. Dans les moments de douleur, au moment du grand bilan, à l'heure du choix, lorsque l'instant presse, qu'il fallait dire un mot, il est très risqué de le prononcer à 2 h du matin. Les heures n'ont pas la même valeur
et la tête est déréglée. En ayant le réflexe de lever les yeux vers le ciel, la solution est trouvée. Pas pour prier Dieu, pas parce qu'on est perdu dans le désert, seulement parce que le ciel est beau. Il est 22h44, ce jour de juin. On est tellement petit que même le ciel s'offre comme une mer pour nager. Ô Araga, à ces milliers de morts en Méditerranée, dont femmes enceintes et enfants, ceux-là qui ne respirent pas le même air. Quand j'étais dans le dur, quand j'ai levé les yeux, je n'ai pas vu un ciel, mais des cieux. Ton inspiration, nous l'avons dit, c'est aussi ce micro-quartier, celui de Belleville-Ménilmontant, comme l'a écrit ton préfacier dans une superbe préface, Marc Seda, un carré de 5 km de côté, où se retrouve le monde entier. Alors parle-nous un peu de ta rencontre avec ce quartier, qui est un personnage à part entière, hein, sinon des personnages. Alors comme je continue le chemin, en fait, parce que j'en avais pas beaucoup de chemin, je n'en avais qu'un et sur lequel j'ai marché, évidemment, parfois j'ai bifurqué d'un côté ou de l'autre. Ce qui m'avait ramené en France, c'était un peu en 2000, par forcer un peu. Et donc un jour, je reçois un appel d'un cousin qui va arriver, qui avait pris un chantier où habite Oran, aujourd'hui rue des Cascades, qui m'a invité à aller le voir. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le 20e, parce qu'en arrivant, je suis allé directement chez un frère, mon grand frère, à Villeneuve. Et donc depuis que j'ai connu la rue des Cascades, j'ai travaillé un peu, pas mal, quelques années, et donc j'ai habité pas loin, rue des Panoyaux, pas loin du métro Ménilmontant, donc ça m'a permis, pendant que voilà, mes jours de repos qui étaient nombreux, d'aller à la découverte du 20e. Voilà. Et chemin faisant, à chaque fois, je m'arrête, je rencontre des gens extraordinaires, je vois des choses sublime, chaque jour me fait ouvrir les yeux encore plus grands. Et c'est comme ça que peut-être, c'est pas par hasard qu'on a donné le titre au livre Cascade. Et je crois que mon arrivée en France a fait que j'atterrisse dans le 20e, et je crois que je vais finir mes jours dans le 20e. Voilà. Place de Ménilmontant. Place de Ménilmontant, à 3 pas du métro, comme une scène de film. 4 retraités kabyles se livrent une chaude partie de domino. J'ai pris 3 minutes de plaisir à voir mourir le double 6. À la grande joie du tueur, qui pour fêter ça sort de sa poche sa boîte de chic et s'envoie une bonne boule sous la lèvre supérieure. Quel bonheur! Merci. Merci. Alors, les Chibani. Voilà. Les Chibani. Quelle histoire! Depuis au moins 2 siècles, l'immigré nord-africain est toléré. J'aime cette appellation. Elle dégage un parfum qui incite au respect. C'est un plaisir pour les Parisiens d'offrir un verre aux Chibani. Ils trinquent et rigolent jusqu'à la quête pour le rapatriement du vieux Ahmed. Ils étaient mineurs, ont construit le métro.
balayaient les villes. Ils payaient la poste pour le mandat qu'ils envoyaient. Cet homme, ce Chir, porte dans sa tête un livre à écrire. Comme quoi, si les gens le tiennent, la canne sert autrement. Il en reste très peu. La République doit les accompagner. Merci, Monsieur Shibani. Moi aussi, j'aime cette route. Alors, on en parlait tout à l'heure, justement, tes poèmes sont illustrés de photos, dont certaines donc, de ta composition. Comment est-ce que tu es venu à la peinture et à la photographie? En fait, au décès de ma mère, avant de venir à la peinture, c'est qu'un jour, je suis allé sur la tombe de ma mère. Et j'ai trouvé que les herbes, voilà, sauvages, voilà, il fallait nettoyer la tombe. Donc, toutes ces herbes-là que j'ai enlevées, je les ai prises avec moi parce que c'était pas dans un champ, mais c'était sur la tombe de ma mère. Je les prends, elles viennent avec moi à la maison, je les passe dans des journaux, les presser, et puis quelques mois après, je me suis dit, il faudrait faire quelque chose avec ça. Donc, avec les feuilles et les fleurs séchées, toutes ces herbes-là, j'ai appris à faire du collage de fleurs et feuilles séchées, mais c'est vraiment parti de là. Et c'était pour m'amuser, mais avec le temps, il s'est avéré que je me faisais moi-même satisfait du travail que je faisais. Et puis, un jour, marchant dans la ville de Béjaïa, je passe par une librairie, j'étais un peu déprimé, je me suis dit, allez, j'achète un livre. Du coup, je vois une mallette de type de peinture et les pinceaux, et je dis pourquoi pas. Et donc, comme ça, c'était comme ça. Et j'ai acheté tout ça. Le jour même, je me rappelle, rentre à la maison, il était 15 h, je me suis mis à peindre alors que je n'avais fait aucune formation, à peindre, et je me retrouve le lendemain qu'il était 15 h, en fait j'ai mis 24 heures à m'amuser avec le pinceau et la peinture, et ça m'a pris 24 heures, et je crois que de là, j'étais ébloui par ce que j'avais réalisé pendant 24 heures, et c'est comme ça que tout est parti. La peinture, c'est comme ça. On vient de parler justement de la... Oui, vas-y, la photo. Après, la photo, donc à la création du journal L'Écho du Centre, dont j'ai parlé précédemment. À l'époque, je vivais dans un appartement qu'un copain, un ami m'avait laissé. Donc tous les journalistes qui venaient d'Alger dormaient chez moi. Parmi eux, il y avait une jeune demoiselle qui était recrutée par justement l'Écho du Centre, parce qu'elle était reporter photo dans Alger Républicain, à Alger, donc ils l'ont recrutée. Il s'est avéré qu'elle n'avait pas où dormir, donc on m'a demandé est-ce qu'elle pouvait voilà, être hébergée chez toi. J'ai accepté tout de suite. Donc elle a passé 8 mois à vivre dans le même appartement que moi. Comme elle était photographe, elle développait ses photos, je la voyais faire, je l'aidais même parfois, hein, pour que je peux. Et c'est comme ça, à force de la regarder faire, et j'utilisais parfois son appareil, et c'est comme ça que la technologie aidant, en arrivant en France, j'ai eu un iPhone avec lequel je pouvais prendre des photos, et donc en m'amusant, voilà,
je joignais l'utile à l'agréable, j'écris un texte, à côté, je le marie avec une photo, et je crois que c'était l'idée qui vous a d'abord plu, Oui, par la Nicolette, voilà, à vous aussi, et voilà comment les choses se sont faites. très bien. Merci. Vous parlez de la mère, justement. Alors, on parle de la femme. Bien sûr, nombre des textes politiques sont consacrés à la femme, comme tous les poètes. C'est un thème classique, comme tous les poètes. Et puis la mère, qui tient chez toi une place toute particulière et très, très touchante. La mère kabyle, qui te renvoie à ton enfance en Kabylie. Ma mère... Donne-nous un peu de cette inspiration. Oui, Oui. voilà. Ma mère était d'abord à la base la première femme que j'ai connue. Donc elle a été présente. Je me rappelle qu'elle se réveillait parfois à 4 h du matin pour allumer le feu du canoun, pour préparer la galette. J'étais gamin, mais j'avais, je crois, cet œil observateur, attentif dès mon jeune âge. Et puis, je ne l'ai jamais vu s'arrêter. C'est pour ça que j'ai aimé ma mère au fil des jours et des semaines. J'ai aimé ma mère quand petit. Un jour, avec un voisin, nous sommes allés dans un champ de mandarines, nous l'avons volé. Et le gardien nous a attrapés, donc nous a ramenés chez nos parents. C'était la honte. Mon père me donne un coup de poing dans le dos. Je ressens la douleur aujourd'hui même, aussi, 40 ans après, aujourd'hui, 50 ans après. Mais je me rappelle, ce soir-là, mon père m'avait privé de dormir à la maison. J'étais interdit de bouffe, interdit. Il fallait que je passe la nuit pour me punir, dormir dehors. Ce qui était extraordinaire, c'est que vers 1 h du matin, 2 h du matin, je ne sais pas comment ma mère a fait pour ouvrir la porte qui donnait sur notre jardin et me glisser la moitié d'une galette pour survivre, une petite couverture. Oui. C'est bon, c'est Donc, continuons. Et donc après ma mère, j'ai aimé mes grands-mères, évidemment, en grandissant, évidemment, j'avais aimé la beauté, et dans chaque femme que je rencontre, et dans chaque visage de femme que je rencontre, me fait découvrir la beauté encore d'une incroyable lumière, ou voilà, c'est comme ça que... Nous allons lire un premier texte que j'intitulerai Ode à la mer, et c'est la photo qui figure, qui illustre, c'est la laitière de Vermeer. Et Ode à la mer. En regardant cette œuvre d'un autre temps, je revois tous les gestes de ma mère, quand j'avais 5 ans. La galette chaude, cuite au feu de bois, le lait de la vache qui vivait avec nous, le séchage des figues, olives, tomates. Sur des claies qu'elle retournait le lendemain, laver le linge à la main, nous étions nombreux. Le burnous de mon père était fait avec ses mains, derrière son métier à tisser. Vers 18 h, commence l'histoire du couscous. Rassasié, commence le conte de l'ogresse, qui nous mène droit vers le sommeil. Débutent pour elle d'autres missions. Nos mères ne dormaient pas, c'étaient des soldates. À toutes les mères, à la mère de Marc, là-bas, à Saint-Flour, à ma sœur Fatia, à Melkir, Yemma.
autre poème consacré à la mer. J'ai sûrement beaucoup perdu ce que j'aime depuis la naissance, mes œuvres, ce grand pan, mes maisons, des souvenirs, des amours, des frères, mais jamais la raison. Le verre est vide à 3/4. Ce soir, miraculeusement, j'ai retrouvé la carte nationale d'identité de ma mère. Elle est établie le 4 mars 1960 par la sous-préfecture de Bougie, Béjaïa. Dans ma vie de tous les jours, je pense à elle plusieurs fois depuis 91. Ce visage de femme de l'époque qu'elle était me tiendra éveillée. Ses yeux, largement ouverts face à l'appareil, je pense que c'est la première fois qu'elle pose devant un photographe. Les mèches de cheveux exposées pour cacher ses oreilles. Autour du cou, cette offrande de mon père. Sur sa tête, ce foulard qui l'entoure, parfaitement ficelé, la femme kabyle. Pourtant, ma mère est née française. Avec mon père, ils ont fait une fille et 6 gars. La suite, Oui. Ah, pardon. Comme la riolité est une tradition française que j'aime, si un jour je dois rentrer, j'adorerais faire le trajet sur le dos d'un âne. Je marcherai aussi avec lui quand je ne suis pas fatiguée, à pied. Je l'emmènerai au village où il est né, la Rioule. J'ai montré le visage de ma mère française. Je pouvais le voiler. Voilà, quand on ouvre la porte de son jardin, au vu et au su. Mon sujet, ma mère. Alors, on croise dans tes textes une multitude de personnages, parmi eux des anonymes, des passants, des habitants du quartier, des clandestins peut-être, des gens de la rue. Qu'est-ce qui t'intéresse chez ces gens que l'on ne voit pas? Comment le dire? Je crois que j'ai porté la cravate une seule fois dans ma vie, mais ça avait duré 1 heure. C'était le mariage de mon petit frère en 1993. 1 heure après, je l'ai enlevé, donc du coup, je n'ai jamais porté de fringues, costume. Donc ma vie est partie dès la base sur tout ce qui est particulier, différent, beaucoup plus attiré par la pauvreté, la misère des gens. Je regarde bien les visages, l'expression des yeux, comme leur démarche, tout en fait, tout. Et à partir de là, je crois que c'est devenu quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour écrire, beaucoup aidé pour méditer, et c'est comme ça que mes écrits, où que je sois, j'oublierai jamais, jamais, jamais de penser aux pauvres, aux gens déshérités, aux gens qui souffrent, aux gens qui ont faim, aux gens qui ont besoin, et à travers eux, j'évite de regarder les bourgeois, et leur richesse ne m'intéresse pas. Et donc je reste dans mon petit carré, ce milieu-là qui me plaît, qui a fait de moi ce que je suis. Et ce n'est qu'avec ces gens-là que je m'entends très bien. Et j'ai trouvé en eux de la matière pour écrire. Ah, si je pouvais un jour leur rendre le bien qu'ils m'ont fait,
en leur arrachant un sourire, en leur payant un coup, en leur offrant pourquoi pas un costume ou un billet pour voyager. C'est magnifique en t'entendant. Je pense à une définition de la poésie que donnait un critique littéraire un jour, j'avais trouvé ça. Des textes poétiques pour les chercheurs d'or que l'or indiffère. Je crois que c'est ça ton écriture. Je ressemble à ça, oui. J'ai commencé à ramasser plutôt des morceaux de journaux perdus, voilà, par terre. Je ne sais pas, la pièce ne m'intéresse pas. C'est très bien comme ça. Alors un texte, donc le sans domicile. Ce bel homme doit être sauvé rien que pour lui préserver sa beauté. Son destin et sa destinée ne devaient pas s'arrêter à Paris. Le chemin était sûrement long et épineux. Ou peut-être tamoul, d'Inde ou du Pakistan, qu'importe. Cela fait 3 ans depuis qu'il s'est habitué, mais pas habitant de Ménilmontant. Il ne fait que marcher en aller-retour sur le boulevard. Je ne l'ai jamais vu manger, tenir une boisson à la main. Je ne l'ai point vu avec quelqu'un, ni dire un mot, ne serait-ce qu'à lui-même. Quelque part, il y a sûrement une mère, un frère, un ami qui l'attendent. N'ayant pas atteint son rêve, le demi-tour lui ouvrirait les portes d'une autre vie encore plus belle que le rêve. Dans la maison parentale, où le cœur, mort depuis des lustres, entendra un battement, la voisine frappe à la porte. J'aiderai avec plaisir à la remise en forme et aussi à l'achat de son billet qui permettront de conjuguer le verbe « rentrer ». Enfin, j'irai mieux après ce point. Les inconnus du métro. Je tiens la plus belle photo par ce qui suit. En vérité, je n'ai jamais voté, ni ici, ni ailleurs. Au pays, les jeux étaient déjà faits. Ce jour-là, je profitais pour aller au bord de ma rivière. J'avais toujours un livre. Ici, je n'ai pas le droit d'aller aux urnes. Cela m'a donné plus de paix. Fière de ma photo, en la décortiquant, si un jour j'ai la chance de voter, alors, femme présidente. À côté, mes 2 gaillards costauds ont perdu le premier rôle. Attachés à leur portable, comme 2 mignons bébés, qui au lieu de téter, préfèrent les dessins animés. Cette jolie femme tenant un livre sauve la photo. Lire ce merveilleux cadeau, celui qui vous entraîne comme avec les enfants qui vont dans les champs fêter le printemps. Douce vie à toutes et à tous. Et puis il y a les amis. Il y a les amis. Et ce très beau texte où tu évoques ton amitié avec Marc, dont nous avons déjà parlé, avec une superbe photo des deux copains. Marc qui est aussi ton préfacier, comme je disais tout à l'heure. Et à ce propos, tu emploies le terme tu évoques les clochards célestes. Alors terme emprunté bien sûr, hein, on le sait tous, hein, le Kerouac sur la route, voilà. C'est quoi, c'est qui pour toi les clochards célestes? Je crois que nous avons un en face de nous. Il y en a d'autres aussi dans la salle. Les clochards célestes auxquels je ressemble,
sont ceux qui toujours font leur devoir le jour, se perdent la nuit. C'est-à-dire qu'ils se donnent à la nuit, c'est-à-dire qu'ils se lâchent la nuit. C'est des gens d'abord anormaux, parce qu'ils ont à la base de leur, je sais pas, jeunesse, opté pour un mode de vie, pour une direction, aimer boire un coup, aller danser, chercher l'autre, être heureux d'une découverte d'un soir, dans l'espoir que ça va durer, et puis pourquoi pas finir à 4-5 heures du matin à faire la fête, et quand ils se retrouvent seuls, ils deviennent une autre personne, c'est-à-dire la personne qui doit faire le bilan, qui doit faire un rapport, s'il écrit, il doit absolument fonder quelque chose. Ils allument des cigarettes à 5 heures du matin, ils boivent du café avant de mettre la tête sur l'oreiller. Voilà, ils sont tellement fous, mais qu'ils paraissent corrects. Et je trouve ça comme des gens anormaux, des gens qui peuvent créer leur propre république sans faire appel au passeport, ni à la carte d'identité, ni aux règles imposées. C'est ceux qui ne regardent jamais le journal télévisé. Voilà, toute leur vie, même à 90 ans, ils achètent des livres, ils continuent à chercher pour toujours savoir, parce qu'ils croient en eux et en l'humanité et en la beauté qui les entoure. Et je crois que c'est grâce à ces gens ignorer que le monde fonctionne, que voilà, que le métro nous porte à destination, et c'est ceux-là qui sont mes amis, et j'en fais partie. Merci de m'avoir accepté. Voilà. Les clochards célestes. Voilà. C'est toi ça, hein? Je crois que c'est toi ça, c'est le 9. D'accord? Non? Oui. Ouais, on y va. Ok. Alors, les clochards célestes. Ce titre ne nous appartient pas, c'est du plagiat. L'auteur va nous pardonner, sinon on actionne le 9-3. Retrouvailles avec Marc, depuis le 14 janvier, ça faisait beaucoup. Je crois que nous ne nous sommes jamais assis aussi bien. Face à l'arbre avec qui nous avons grandi. Oh, comme elle est belle, la place Krasuki. Une heure après, 2 jolies femmes se sont levées pour nous céder la table. Tout d'un coup, nous voilà versés. Dans cet élan, aidés par nos vers de tradition, ce moment nous a soulevés. D'en haut, les roses terrestres brillent comme des étoiles, sur lesquelles tout de suite, nous avons envie de retomber. Merci. 2 textes que je trouve fondamentaux, qui sont des hommages aux poètes. Alors, je vais déjà vous en lire un, puis après on parlera d'un poète en particulier. Donc, voilà. On y arrive. Voilà. Un peuple qui ne chante pas l'amour est déjà mort. Aveuglément. Certains militants de la cause kabyle s'acharnent maladroitement sur le seul rescapé de la faucheuse. Il est aujourd'hui le pilier le plus vieux et le plus solide de la maison. Nous avons perdu Slimane Azem, Matoub, Idir, avant eux les frères Amrouche, Mouloud Mamri, Djaout et tant d'autres.
Il nous reste Kamel Hamadi, le doyen, Ben Mohamed, le grand poète. N'y touchez pas, sinon le gourbi va nous tomber sur la tête. Jamais personne n'a chanté l'amour comme l'a fait Lounis. Sa chanson, Avril Tanzé, la route, le chemin de la jeunesse, allez. Restera pour l'éternité la bougie qui a maintenu la lumière de notre vie. Pour juste que l'on revienne à la raison, allez demander à Tassadit Yassine, cette grande dame parisienne qui a traduit en 1993 de manière exquise Ait Mengelet chante, son avis. La démocratie s'apprend, comme à l'école, pour le devenir. La jalousie, quand elle gangrène la fratrie, est pire que le cancer, la peste et le choléra. J'arrête. Avant de finir par ce superbe écrit paru dans La Vie populaire, un journal de 1885, dans lequel de grands noms de la littérature française avaient séché leur encre. Pour chasser de sa souvenance l'ami secret, on ressent bien des souffrances pour peu d'effets. Une si douce fantaisie toujours revient, en songeant qu'il faut qu'on l'oublie, on s'en souvient. Il n'y a de roi que le mot. Et puis hommage évidemment à un poète, Tahar Djaout. Parle-nous un petit peu de Tahar Djaout. Je vais peut-être le... Eh bien, tu vas le lire. Oui, voilà. Ah. Oui. Il tient beaucoup. Voilà. Ah oui. Je vais prendre ça aussi. Ça, voilà. Alors, bon, comment j'ai eu la chance de rencontrer Tahar Djaout en 1989. C'était aux premières poésiades organisées par l'association culturelle Soumam de Gailleuse de Bétaillard. Et dont l'un des initiateurs est parmi nous. Je cite Farid Mamri, merci d'être là, mon ami. Et donc, en 89, toute cette bande de poètes qui débarquent pour le premier festival ont fait, dès le départ, quelque chose d'extraordinaire, ce qui a fait d'ailleurs durer le festival chaque année. Il est arrivé à se frayer un chemin jusqu'à être connu internationalement, si l'on veut dire, et parce que du pays, il venait des quatre coins du pays. Et donc j'ai connu Tahar Djaout en 89. J'ai été tout de suite attiré par sa gentillesse, son humilité, il est toujours prêt à donner un conseil, il avait un sourire mais incroyable, il était jovial, il était... alors c'était un repère pour moi. Et donc du coup, il est revenu l'année d'après, il est passé, on l'a élu évidemment président du concours de poésie dans la langue française. Et c'était un plaisir pour lui de revenir à chaque année à Béjaïa. Malheureusement, les islamistes et leurs alliés l'ont assassiné en mai 93. Donc cette année-là, nous avons dédié ce festival à la mémoire de Djaout. Et évidemment, avec l'association, tous les membres de l'association, nous avions loué un bus pour aller à son enterrement. Et je me rappelle qu'à 3 h du matin, c'est-à-dire qu'il fallait partir à 7 h du matin, à 3 h du matin, j'étais dans ma chambre à confectionner une couronne, j'ai été chercher des roses, des fleurs, de partout, des champs comme ça, pour faire
une couronne à déposer sur sa tombe. J'ai réussi, et nous étions des milliers venus de tous les coins d'Algérie pour rendre hommage à ce grand monsieur qui est, en plus d'être fils du pauvre, a écrit de la poésie extraordinaire. Il a créé le journal Rupture d'un niveau qui égale Libé d'aujourd'hui, ou parce que c'était tout ce qui s'écrivait sortait des tripes durant la décennie noire, c'était déjà courageux. Et puis, j'ai envie de parler de ça parce que peut-être personne ne le sait ou personne ne l'a dit. Une année après, au 40e jour de la mort de Djaoud, nous sommes retournés, comme c'est la tradition. Donc le 40e jour, il y avait Matloublounès, il y avait Félag, nous étions encore des milliers. Et sa mère, Elisane, toujours avec son chapeau de paille et sa canne, elle nous a dit, pendant les 40 jours, je suis arrivé à écrire un poème sur mon fils. Donc ce soir, je vais vous le dédier. Et donc, nous étions des milliers à écouter le premier et le dernier poème de la mère de Djaoud. C'était très émouvant. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais je le rappelle. Ensuite, l'année d'après, c'est-à-dire le 26 mai 1994, un an après, nous sommes retournés sur sa tombe. Sur la tombe de Djaoud, plutôt pardon, en arrivant, nous sommes arrivés vers 9h du matin, et on a trouvé qu'il y avait un deuil à la maison. Et bien sûr, tout de suite, on nous apprend que la mère de Tahar est décédée. Ce qui est extraordinaire, ce qui est incroyable, c'est que tous nous disaient que la mère de Tahar est morte à 7h55, comme exactement à la même heure quand le terroriste a tiré sur Tahar Djaoud qui montait dans sa voiture, et il était 8h-5. Cela, c'est, je trouve ce moment, c'était beaucoup plus, je crois, le vœu de la maman et toute sa famille, son frère Mohamed, les cousins, les petites filles de Tahar, elles étaient tellement gamines, Nabila, Nadia et la petite Kenza. Elle ne se rendait même pas du drame qui s'est produit à la maison. Donc, tous nous ont dit, faisons une fête au lieu de pleurer. Et donc, Djaoud est pour moi un repère. Je resterai son élève. Et voilà, pour cela, je crois que j'ai écrit humblement ce petit poème. Je préfère que tu le lises si tu veux. Bah, si tu veux. Allez, s'il te plaît. Merci. Djaoud au lilas. Au 33 rue du Coq Français, Tahar a vécu de 1986 à 89 avec sa femme et ses enfants. Ce jeune Kabyle d'Oulclou a très vite grandi pour devenir un grand journaliste avant de créer son propre journal Rupture, défiant la décennie noire. Un journal d'un très haut niveau. Premier journaliste assassiné devant sa maison, dans sa voiture, à 7h55. Son édito du jour, la famille qui avance
et la famille qui recule. Il n'a pas été tué que pour cela. Il était dans le viseur, parce qu'il était aussi un grand poète. Solstice Barbelé, par exemple. Aussi pour son livre, La ceinture de l'ogresse, qui a obtenu un honorable prix à Paris. Son retour au pays dérangeait. En 4 ans, il est devenu immense. D'un calme olympien à la parole de miel, fils de montagne, la Kalash l'a fait taire, privant Kenza, Nabila, Nadia et leur maman du sourire et de la bienveillance de papa. Ce que je veux, j'en ai parlé à Mézia Naban, voir ériger une plaque au-dessus de la porte. Ici a vécu Tahar de A. Si vous êtes d'accord, accompagnez-nous. Merci Tahar pour ce dernier témoignage non connu, découvert lors de ton enterrement dans la maison où tu as grandi, à côté du Kanoun, sous la protection des parents et grands frères Mohand. Je suis de l'autre race, celle des hommes qui portent jusqu'au tréfonds de leurs neurones des millénaires de soleil. Alors, je voudrais terminer par 2 textes d'essence plus existentielle, hein, puisqu'ils abordent les thèmes du mal-être, de la solitude, de la vie, de la mort. Donc, écoute, nous allons tout simplement les lire. D'accord? Alors, voilà, c'est celui-ci, je crois. La vie voit sans issue. Il m'est sûr et impossible de fuir cette vie, laquelle tient comme par une laisse. Nous sommes tous esclaves de quelque chose ou de quelqu'un. J'ai beau chercher, il n'y a qu'une porte de sortie. En ville ou en forêt, les loups ne partagent plus. Puis un dernier texte. Plus la vie est longue, mieux on connaît les choses et les chemins. Sur les 7 routes que j'ai fréquentées, je reste fidèle à 2, celle du beau et ma solitude. Au moment de prendre peur, je cours sous la couette, fermer les yeux et croire que nous sommes là, à visiter des châteaux, rencontrer la reine et ses courtisanes. Inouï voyage vers l'île des sommeils. Au réveil demain, dans mon gourbi, il continuera à faire froid. Tenter, réessayer, forcer le destin, croire en demain, quitte à aller dans les bois. Tu as un commentaire sur ces textes? Non, sinon on arrête là, on donne. Oui, vas-y. Peut-être Colette. Alors, je pense que les textes ont parlé en eux-mêmes. On va passer la parole à la salle. D'abord, j'aimerais quand même passer la parole au complice, au compère, à Marc. Voilà, Marc, son préfacier. Parle-nous un petit peu de ton amitié avec Slimane. Ah, je n'aime pas vraiment. Je l'ai rencontré par hasard rue des Cascades, Oui. où j'avais un restaurant, et il venait nous aider le soir à la fermeture, à faire le ménage, des choses comme ça. C'est comme ça que j'ai rencontré Slimane. Oui. Et puis par la suite, on a beaucoup plus sympathisé. Mais
je ne sais pas trop quoi dire, parce que c'est presque une relation étrange, qui a évolué dans un sens pénible parfois. Parce que, est-ce que ton micro est ouvert? il est fermé, là, c'est quoi? Je crois qu'il est fermé. Ok. Pénible parce que j'ai connu beaucoup Slimane en souffrance de travail, des conditions de vie. Et donc ça m'a touché beaucoup, donc ça transforme une relation égale, je dirais, au départ, vers une relation plus peut-être paternaliste. D'accord. Et c'est une relation étrange que je n'ai pas avec d'autres. Elle est assez unique. Ben, tout est dit, et très bien dit. Il te le répétera. Merci Marc. Bon, eh bien, on vous passe un peu la parole. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Vous êtes sur le coup là, hein? Ouais, c'est ça. Slimane, est-ce que je peux lire ce qui aurait pu paraître quasiment en préface? Veux-tu que je lise ce qui aurait pu être en préface, qui a failli? Oui. Elle voudrait lire une préface qui n'a pas été la Ah préface. oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. Ah oui. La frêle carrure sur laquelle tout vêtement semble ample, dont les cheveux épais en crinière anciennement brune semblent aériens, dont le visage semble avoir l'acuité de l'aigle qui observe avec sérieux. Ce corps qui semble fait de peu de matière, dont la densité semble s'être réfugiée dans son âme, sa spiritualité, sa sensibilité, sa poésie, sa pensée, dans l'immatérialité de ce qui nous constitue. Creuse, dans le jardin de Villetaneuse, depuis. Oui, lui. Merci. Ah, merci. Tu veux un petit peu ta vie? Oui. Allez, vas-y, Allez, on t'écoute. À Mouloud Mamri, parce que je crois que je ne l'ai pas cité durant cette rencontre. Donc, je lui rends hommage par un poème que j'ai écrit 3 jours après sa mort. Donc, en ce premier vendredi qu'il passe sous la terre. ثموت الشجرة وزمور تسرو صوران تزمرين يموت في ثبورتنا الربيع يكثر سوس المججيين أشحال ولاو اللي فتحان أشحال نوار يحزنن عندي ناس يوت الزيسن جبريل 89 أهات الخوف العشاء نغمي طعف تستسمين سقسيتي مزوين أشحال فذمي سيد سلمان السقسيت في ذران أشحال عقاينا يديرسن يفسلي وشحال رفلان أشحال يديقرانا بالقذال نكني كان ذيك زال يخدم غنولي قطلامي القطن مدوطوني نخطبون تزبوش ترى يزوجن سبحان تيد سي سراجن يسليا غزر زهور أشحال يقطع البحور يسعى في تتميزن تزبوش تيثي وكرن للمحال نكاتيغن ولو كان بابا يموت وريث مورثي نصريا نكذاغن بابا يموت تيثي غان ذي صياغن جثي غادروغ يدون شكركم ديال كازن ثموت الشجر ثموت زمور ذي المقام أشحال تجمعينا يدي زوران سي ترو فور جو بلار تقبايليت وتدقارا غلاقول الوضع يصغران غسكن الصح الحزان هي ونخدم نزوم يا نظام الصبر أسمى اللوزر أفاولنا أزكى الفشل الفهم.
Eh bien, merci à tous. Nous allons poursuivre notre rencontre là-haut.